Bonjour, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Voilà, aujourd'hui c'est le samedi 26 juillet 2019. Nous sommes au centre culturel Jean-Marie Tjibaou et aujourd'hui c'est le colloque sur le handicap. Donc la conférence va se passer exactement ici. Donc voilà. Donc voilà, le monde commence à arriver. La conférence va bientôt démarrer. Donc on voulait aussi un petit peu marquer de notre petite empreinte cette année, ces 10 ans des lois. Et surtout, c'est une soirée qui va être un petit peu en préfiguration d'un projet que le collectif va mener avec l'Université Clermont-Auvergne, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui aura lieu, donc un événementiel qui aura lieu en septembre, un colloque, avec toutes sortes de manifestations sportives et culturelles autour. Et donc l'axe que nous avons choisi sera consacré donc à la jeunesse en situation de handicap. Voilà, donc pour ce soir, on va commencer par la conférence. Le collectif est heureux d'accueillir le docteur Bruno Paulet, qui va être dans notre conversation. Je pensais qu'il était avec son ordi, notre conférencier, le docteur Paulet, qui est donc un médecin père qui vient de Lille, mais qui est aussi maître de conférence à l'Université catholique de Lille et qui vient de passer 15 jours avec nous pour former nos équipes. Donc on est heureux que ce soir il partage avec nous son analyse sur la situation des personnes en situation de handicap et surtout la place que nos sociétés doivent leur laisser. Voilà, donc merci à lui. Et après la conférence, les questions, si vous le voulez bien, on reviendra dans cet espace accueil pour la suite de la soirée. Merci à tous, bonne soirée. Nous allons suivre notre conférencier, parce que la conférence se passe dans une des salles. Ce soir, je remercie le collectif Handicap de Nouvelle-Calédonie d'avoir eu la gentillesse de me demander de pouvoir ce soir partager avec vous des réflexions communes. Je remercie son président, M. Fournier, qui je pense est absent. Je remercie le vice-président du collectif, M. Martin. Merci monsieur. Et je remercie mon amie Catherine Poédi, présidente de l'association des parents d'enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie, qui m'a fait le bonheur de me proposer de venir passer effectivement 15 jours parmi vous dans les structures de l'association. Donc il s'agit d'un partage sur un sujet que nous vivons tous. La considération des personnes en situation de handicap est un enjeu fondamental de notre société. Et je vous propose un petit exposé en 4 parties. Vous avez les intitulés des parties sous les yeux, mais pour les personnes malvoyantes, je vais les lire. Combien de personnes vivent avec un handicap dans le monde? Quels repères, quelles références, quels guidelines avons-nous quant à la citoyenneté des personnes handicapées et la façon dont les sociétés doivent effectivement permettre une inclusion épanouie et pleine des personnes handicapées? Un point de situation. Et puis, comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir ensemble à la façon de respecter la citoyenneté des personnes vivantes avec un handicap dans l'organisation de la société? Car un rapport est paru en 2011, publié par l'Organisation mondiale de la santé d'une part et par la Banque mondiale d'autre part. Et ce rapport dit qu'environ 15% des habitants de la planète vivent avec une certaine forme de handicap, dont 2 à 4% avec de grandes difficultés de fonctionnement. Alors ce mot fonctionnement peut choquer,
quand on parle d'êtres humains, mais vous verrez que c'est un des mots qui émane de l'OMS dans le cadre de sa classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Ce qu'il faut surtout considérer, c'est que ce chiffre est en hausse. Le nombre de personnes handicapées, le nombre de personnes en difficulté fonctionnelle est en hausse du fait des progrès technico-scientifiques médicaux, puisqu'on survit beaucoup plus qu'avant à un événement de santé grave auquel autrefois on n'aurait pas survécu, pour essayer de faire une société qui soit la plus ouverte à tous, où chacun puisse s'épanouir dans ses projets de vie. Les textes à ce sujet sont assez anciens, mais on va se concentrer sur un texte fondamental qui date de 2006. Comme vous le savez, bien sûr, avant cela, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait énoncé que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'ONU avait édité et dicté d'autres textes, mais surtout donc, en 2006, l'ONU a publié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Son petit nom, c'est CIDPH, Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et cette convention relative aux droits des personnes handicapées a été signée par la France et ratifiée, comme vous le savez, ratifiée c'est beaucoup plus fort que signer, parce que le pays qui ratifie une convention s'engage à la décliner dans sa législation. La participation à la vie politique, à la vie publique, l'accès à la justice, entre autres chapitres fondamentaux. J'ai eu la chance de prendre connaissance du schéma directeur du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie, qui a été voté ici récemment, au printemps, excusez-moi, ça c'est une déformation de l'hémisphère nord, au mois d'avril dernier, en 2019, et qui porte 4 axes stratégiques, qui sont évidemment de renforcer la gouvernance, mais d'agir pour un accès plein et entier à la société des personnes handicapées, concourir à la participation sociale des personnes et renforcer les capacités des professionnels, des aidants et des bénévoles à répondre aux besoins spécifiques des personnes. Ceux qui connaissent ce schéma savent qu'il ne s'agit là que des 4 titres de chapitres, que chacun de ces chapitres, chacun de ces 4 axes est décliné en actions très intéressantes à lire, très justifiées, très justes, et qui s'approchent des principes de la CIDPH, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, que je vous ai présenté précédemment. Un document que je vous ai déjà cité, qui a été publié en 2011, qui est un rapport mondial sur le handicap, qui a donc été publié à la fois par l'Organisation mondiale de la santé et par la Banque mondiale. Ce rapport présentait les réponses, si je puis dire, aux questions qui sont là. En tout cas, vous avez là les titres des chapitres de ce rapport. Évidemment, il est complètement accessible, comme la Convention, sur Internet. Que savons-nous du handicap? Quelles sont les barrières qui contribuent à créer du handicap? Quelles sont les conséquences pour la vie des personnes handicapées? Comment peut-on résoudre les obstacles et les inégalités? Et donc, ce rapport proposait 9 recommandations qui sont là. Là aussi, je me suis permis de mettre en jaune les mots-clés. L'accès à tous les systèmes et services ordinaires, le développement de programmes et services spécifiques, le développement au niveau des nations d'un plan d'action sur le handicap, l'implication des personnes handicapées, le développement des ressources humaines, le financement suffisant, la sensibilisation du grand public, les collectes des données sur le handicap de façon à savoir précisément quels sont les besoins et la réalité des problèmes, si je puis dire, qu'il faut qu'une société aplanisse pour permettre la pleine citoyenneté vécue des personnes handicapées. Et enfin, la nécessité de développer de la recherche. Le troisième repère, c'est la Déclaration de Madrid. Elle est beaucoup moins connue que les 2 éléments précédents. La Déclaration de Madrid, il faut dire qu'elle est aussi plus géocentrée, c'était plutôt une histoire européenne de la représentation des personnes handicapées au sein des instances européennes. Et ce sont les personnes handicapées et celles qui les représentent qui parlent à travers cette déclaration de Madrid. Et ces personnes disent au monde entier, rien ne doit être fait pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Et donc,
il est absolument nécessaire d'abandonner l'idée préconçue de personnes considérées comme des objets, j'aime pas ce terme, de charité, pour en venir à une reconnaissance de personnes détentrices de droits. Il est évidemment plus de l'État de considérer ces personnes comme des patients, il faut les considérer comme des citoyens et des consommateurs autonomes. Je suis aussi évidemment guidé par les lois que la France s'est données. Alors vous savez sans doute qu'il y avait 2 lois historiques qui servaient la situation des personnes handicapées, c'était les lois du 30 juin 1975. Ces 2 lois sont abrogées, elles sont remplacées. Mais simplement, pour culture et pour histoire, rappelons-nous que ces 2 lois jumelles, ou en tout cas sœurs, publiées le même jour et avec un numéro successif, l'une reconnaissait la pleine citoyenneté des personnes handicapées, avec une belle phrase à l'époque: la prévention des handicaps, le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie de ressources, l'intégration sociale, l'accès au sport et aux loisirs du mineur, comme on disait à l'époque, et de l'adulte handicapé, physique, sensoriel ou mentaux, constitue une obligation nationale centrée sur sa fonction technico-scientifique et de ne plus être hôpital-hospice. Il a donc été nécessaire de créer un service d'accompagnement de personnes en difficulté de vie, et ce service, ce secteur, c'est le magnifique secteur médico-social créé donc par l'autre loi du 30 juin 1964. Ces 2 lois sont maintenant abrogées et toutes 2 remplacées. Alors elles ont été remplacées dans l'ordre inverse, si je puis dire, de l'ordre de 1975, puisque la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales a été complètement rénovée, et c'est la fameuse loi du 2 janvier 2002, que beaucoup dans la profession, dans le secteur médico-social, connaissent sous son petit nom de 2002. 2002 parce que c'est la 2e loi de l'année 2002. Propose même une définition du handicap. C'est la première fois que le législateur s'ose, si je puis dire, à une définition du handicap. Et cette définition, elle est importante à considérer, parce qu'elle responsabilise les sociétés, on va le voir. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Vous lisez bien, il n'est pas inscrit « constitue un handicap », toute paralysie, toute cécité, toute schizophrénie. C'est pas ça qu'il est écrit. Il est écrit « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société ». Subi, le mot est fort, subi par une personne. Donc c'est une personne qui est empêchée dans son épanouissement, empêchée dans sa participation sociale, parce que la société ou un défaut de soins ne lui permettent pas de vivre pleinement sa condition. Subit donc dans son environnement, parce que vous le savez, maintenant on emploie même souvent le terme de personne en situation de handicap, pour dire que le handicap n'est pas intrinsèque à la personne, mais qu'il est aussi pour une bonne part extrinsèque à la personne, et en fait résultant de l'interaction entre la personne et les exigences du milieu dans lequel elle tourne. Une loi tournée vers le système de santé par définition et les personnes malades, donc pas vraiment vers les personnes handicapées. Eh bien le premier article de cette loi dit ce que vous avez sous les yeux. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Par contre, la compensation des charges particulières découlant d'un handicap relève de la solidarité nationale et toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de cet enfant qui s'appelait Perruche, et qui avait effectivement, dont les parents avaient demandé une indemnisation parce que le handicap dont il était porteur n'avait pas été diagnostiqué avant la naissance, et donc cet enfant était né, et moi je me réjouis qu'il soit né, mais il était né et les parents effectivement disaient si on avait été informé du handicap avant la naissance, on aurait demandé une interruption médicale de grossesse, et ils avaient été en quelque sorte indemnisés. Alors, je mets tout de suite le problème éthique fondamental qui est que la réponse au handicap n'est pas d'empêcher les personnes handicapées de vivre. C'est au contraire de les accueillir et de leur permettre de s'épanouir. C'est notre loi cadre actuellement en métropole. Cette loi, elle a quelques principes importants. Une définition, je n'y reviens pas, je vous l'ai présentée. Elle a un titre 2 qui insiste sur la recherche, comme d'ailleurs ça avait été proposé dans les recommandations antérieures internationales, et sur l'accès aux soins.
Elle annonce donc le droit à compensation, enfin plutôt elle le décline puisqu'il avait été annoncé par la loi de mai 2002 que je vous ai présentée précédemment, la loi dite Kouchner. Et elle essaye de développer les ressources pour que les personnes puissent vivre plus complètement leur projet de vie. Elle, évidemment, développe le concept d'accessibilité de tout à tous, donc l'accessibilité physique, mais aussi sensorielle, socioculturelle, etc. Et le principe de non-discrimination dans l'accès à l'école, aux études, à l'emploi, à la cité, aux structures culturelles. Elle développe aussi une organisation nouvelle d'information et de reconnaissance des droits, un guichet unique d'accès aux droits et prestations pour les personnes handicapées de métropole et qui est décentralisé, qui existe dans chaque département, qui s'appelle la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Alors c'est un système qui, du coup, a créé un appel d'air important, surtout qu'il a été développé le principe de compensation avec une prestation de compensation, et effectivement, ça, il est un peu engorgé. Il faut bien dire que beaucoup de personnes trouvent que l'attente est importante par rapport à la réponse faite. Parmi nous, il y a le délégué du défenseur des droits, M. Sautereau, mais en tout cas, effectivement, le défenseur des droits a fait un bilan 10 ans après la loi de 2005 pour savoir où on en était. Ce d'autant que la loi avait dit les normes, les obligations d'accessibilité de tout à tous. On se donne 10 ans pour les mettre en place. Donc en 2015, on devait être en état accessible, si je puis dire. On ne l'était pas du tout. Et donc effectivement, ce défenseur, heureusement, a bien sûr soulevé les évolutions positives de cette belle loi, parce que la loi du 11 février 2005 est une belle loi, qui a été votée à l'unanimité, qui est reconnue dans les autres pays comme une belle loi. Mais il faut bien dire la réalité, en métropole, il y a quand même encore un gap entre les intentions de cette belle loi et la réalité vécue sur le terrain. Et alors, un des gaps les plus marqués concerne l'accessibilité. Et je répète, il s'agit de l'accessibilité de tout à tous. Là, effectivement, on n'était pas à jour en 2015. L'autre, alors d'ailleurs, pour considérer ces manques, si je puis dire, ces retards, il a été proposé des agendas d'accessibilité programmés, c'est-à-dire que tous les établissements recevant du public, par exemple, ou toutes les chaînes d'information audiovisuelle, ou tous les lieux culturels, avec quelques années, devaient proposer un agenda disant qu'ils s'engageaient effectivement à se mettre en accessibilité dans le délai annoncé. Ça a permis d'éviter les amendes, mais les associations, à juste titre, ont dit c'est quand même pas normal. On a co-écrit, parce que les associations ont été un acteur important dans l'écriture de la loi du 11 février 2005 au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées. On a donc co-écrit cette belle loi. On s'est tous engagés, on était tous d'accord pour dire que 10 ans plus tard, beaucoup de choses devaient être faites. 10 ans plus tard, on n'était pas à jour. C'est pas juste de passer l'éponge. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Il a été passé l'éponge, si je puis dire, en disant aux gens, on vous donne un RAB, des agendas d'accessibilité programmés pour vous mettre en conformité. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées fait que tous les 5 ans, l'ONU vient voir si on est effectivement passé de la lettre à la réalité. Et donc nous avons reçu, à l'automne, hémisphère nord, une experte visiteuse de l'ONU, Madame Devandas Aguilar, vous l'avez en photo. Cette dame est venue passer une quinzaine de jours et elle a examiné la situation législative, réglementaire et effective quant aux personnes handicapées. Le rapport a été reçu et la France s'est fait taper sur les doigts. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des termes diplomatiques, Madame Devandas Aguilar dit qu'effectivement, sur la base des informations et de ce qu'elle a vu, elle dit qu'effectivement, elle souligne, excusez-moi, elle dit, elle effectue une visite, dans son rapport, elle examine les questions liées aux droits des personnes handicapées, et sur la base des informations, elle met en lumière les progrès réalisés par la France, depuis que celle-ci a ratifié la Convention, pour assurer la protection des droits des personnes handicapées, mais elle souligne aussi les lacunes et les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées, et elle formule des recommandations pour aider le gouvernement à transformer la société française et offrir des réponses et des sociétés inclusives. Parce que le grand mot maintenant, c'est l'inclusion au niveau international. Ça n'est plus l'intégration, c'est l'inclusion, c'est-à-dire effectivement faire société tous ensemble. Les conditions d'accès à l'emploi des personnes handicapées ne sont pas encore satisfaisantes et le taux de chômage est plus important pour les personnes handicapées que pour la population ordinaire.
Et donc, par exemple, le 11 juillet, elle a confié une mission à 2 personnes. Cette mission vise à rassembler une centaine d'entreprises autour d'une démarche volontariste en matière de maintien et d'insertion en emploi des personnes handicapées, dans le cadre d'une charte concrétisant une ambition forte qui entraînera les autres entreprises et organisations. Alors, ça n'est qu'un petit exemple pour vous dire qu'effectivement, l'emploi, qui est quand même un sujet majeur, qu'il s'agisse de l'emploi en milieu ordinaire ou de l'emploi en milieu protégé, qui est l'occasion d'une insertion socio-professionnelle, d'un épanouissement socio-professionnel, est un sujet qui est encore l'objet nécessaire de beaucoup de... Respecter la citoyenneté des personnes vivantes avec un handicap. Alors, c'est une proposition de schéma personnel, si je puis dire. Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux respecter la citoyenneté des personnes vivantes avec un handicap? Cette proposition, elle tient en 3 points. Mais avant les 3 points, il y a un préalable. Ce qu'il vaut mieux aussi essayer de faire, c'est de prévenir le handicap. J'ai la chance d'être médecin de réadaptation et donc d'accompagner des personnes et dans une relation humaine très riche. Évidemment, je ne connais pas ces personnes avant leur handicap. Si nous sommes en relation, c'est qu'elles ont eu un événement de santé qui les met en risque de handicap. Mais de toute façon, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est quand même la prévention. N'oublions jamais la dimension de prévention. Et par exemple, vous savez qu'on cite sans arrêt les facteurs de risque vasculaire, le tabac, la sédentarité, le diabète, s'il est mal équilibré, mais sinon c'est bien, l'hypertension artérielle, l'association de certains oestrogestatifs avec le tabac, etc., etc. Ce sont des facteurs de risque vasculaire qui peuvent effectivement entraîner, par exemple, un accident vasculaire cérébral à l'origine d'une hémiplégie ou une artérite des membres inférieurs. Évidemment, les conduites à risque sont aussi facteurs de handicap. Si on circule la nuit sur un vélo sans lumière, sans gilet jaune, etc., on risque évidemment de se faire faucher par une voiture, mais malheureusement, le risque, nous l'avons appris et il peut parfois se concrétiser. Il y a des aidants qui s'épuisent, il faut les soutenir, les former, les réadapter quand il s'agit d'un handicap acquis. Quand on est l'épouse d'un monsieur qui a fait un accident vasculaire cérébral, bien sûr que le monsieur a besoin de reconstruire son projet de vie, mais l'épouse aussi, c'est pas forcément évident. Tout l'équilibre de vie se trouve déstabilisé. Et donc, effectivement, reconnaître les dents, en France maintenant, les MDPH reconnaissent une indemnité d'aidant familial qui vient relayer parfois des aidants professionnels. Donc, toujours attention à l'aidant. Groupe de parole, soutien et bien sûr la grande force du milieu associatif. Voilà, c'est ma conclusion. Je vais terminer par 2 conclusions. La première, c'est pour vous dire ce que je viens un petit peu de dire, c'est l'importance du secteur médico-social. À notre époque des maladies chroniques, du handicap et de la dépendance, si la définition de la santé est toujours la même, la définition de la santé depuis 1946 n'a pas changé. Vous l'avez sous les yeux, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement, comme on disait en 1946, une absence de maladie ou d'infirmité. En 1946, on disait, je pense, la santé c'est une absence de maladie ou d'infirmité, et ça ne suffit pas, il faut viser le bien-être. À notre époque des maladies chroniques, on doit lire la définition de la santé à l'envers. La santé, c'est viser le bien-être, même si on n'a pas pu empêcher la présence d'une maladie ou d'un handicap. Et donc, ça veut dire que sont acteurs de santé, non pas seulement les acteurs sanitaires qui préviennent, diagnostiquent ou traitent les maladies, mais aussi tous les acteurs du monde de l'accompagnement et du secteur médico-social. Acteurs sanitaires et acteurs médico-sociaux, on est tous, vous êtes tous, ils sont tous maintenant acteurs de santé, au sens effectivement de servir le bien-être d'une personne, même si elle ne peut pas être guérie d'une affection éventuellement invalidante. Et vous le savez, on en entend souvent parler, on n'est donc plus à l'époque du cure, où on était centré sur une maladie, en prévention ou en traitement, on est à l'époque du care, du prendre soin, soigner et accompagner. Sanitaire et médico-social maintenant, tous acteurs de santé. C'est la première conclusion. Et d'ailleurs, en métropole, les tutelles du sanitaire comme du médico-social, ce sont les agences régionales de santé. Donc, sous le vocable santé, on accompagne, on tutelle, si je puis dire, à la fois le monde sanitaire et le monde médico-social. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, la santé, ça n'est plus seulement lutter contre les maladies, bien sûr que ça demeure ça de façon fondamentale, mais c'est aussi accompagner les personnes en difficulté. Puis la deuxième conclusion, c'est une phrase que vous avez souvent déjà entendue, sans doute, que j'aime bien répéter. Malheureusement, la paternité de cette phrase n'est pas tout à fait bien établie. Toujours est-il qu'elle est vraie. La qualité d'une société se mesure à l'aune de la place qu'elle fait aux plus vulnérables d'entre les siens.
Je vous remercie pour votre attention.